Je suis très content de vous retrouver ce soir et très sincèrement, c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous et de nous donner ces rendez-vous. Et et figurez-vous que ça se termine dans 2 sessions, sauf pour ceux qui voudront rejoindre le programme d'accompagnement sur 3 mois. En tout cas, je suis très heureux, très honoré une fois de plus de vous retrouver ce soir puisque ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas juste pour moi une simple formation que je me dis je vais donner les lundis soirs. C'est avec gratitude, mais c'est surtout avec responsabilité que je me tiens devant vous, parce que les choses que je vous partage, c'est des choses que j'ai pu moi-même mettre en place et qui m'ont permis de pouvoir avoir des différents résultats, mais c'est surtout aussi le fait de pouvoir faire quelque chose avec l'assistance de Dieu, c'est pas un acquis parce que ça engage tout le monde et je crois que ça doit être un gage de qualité pour chacun d'entre nous. Donc, on va simplement prendre quelques instants, 1 à 2 minutes simplement pour recommander cette formation entre les mains de Dieu. Pour toi qui vois peut-être cette vidéo, qui ne me connaît pas, on va parler de finances, c'est vrai, mais en tout cas, je crois que c'est un sujet qui est un sujet spirituel. Pourquoi? Parce qu'on en parle dans la Bible. Dès lors qu'on en parle dans la Bible, nous, on veut l'appliquer, on veut mettre en place les pratiques de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que sa parole est la vérité. Alors, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci encore de ce que tu nous donnes l'opportunité ce soir d'être connectés. Je te dis merci pour chacune des personnes que moi, je ne connais peut-être pas personnellement et individuellement, mais que toi, tu connais individuellement et personnellement. Tu connais les défis de chacun, tu connais les qualités de chacun, tu connais les qualités, tu connais les défauts de chacun, mais tu es également celui pour qui, Seigneur, nous sommes là ce soir. Seigneur, fais en sorte qu'ils ne viennent pas écouter un coach qui parle de finance ou encore un banquier. Ce soir, ça ne m'intéresse pas. Ce soir, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes puissent entendre des clés qui leur soient pratiques afin que ça leur permette de pouvoir mieux gérer leur budget. Parce que le budget, en réalité, c'est quoi? C'est un instrument que tu mets à notre disposition afin de pouvoir donner une direction précise aux finances que tu nous donnes. Pas pour que nous soyons esclaves de l'argent. Voilà pourquoi sur cette plateforme, nous ne parlons pas que d'argent, nous parlons surtout de pourquoi est-ce que nous avons de l'argent, qu'est-ce que nous pouvons faire avec cet argent et comment est-ce que tu veux qu'on puisse gérer les finances que tu mets entre nos mains. Seigneur, ce soir, je te recommande chacune des personnes qui est connectée, que je les connaisse ou pas d'ailleurs. Je crois que Seigneur, ce soir, au travers de cette masterclass et même après, lorsqu'elle sera rediffusée, lorsque les principes seront mis en pratique, tu nous permets de pouvoir vivre, Seigneur, ce que tu as promis pour nous dans notre vie financière. Alors Seigneur, je te rends grâce pour chacune des personnes connectées et pour la soirée de ce soir. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, super. Salut Naomi. Bonsoir tout le Walter. monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, donc du coup, sans plus tarder, on va aller droit au but. On va aller droit au but. Ce soir, nous nous retrouvons pour notre masterclass sur le thème Gérer son budget. Vous voyez, il y a des petits points, tout simplement pour dire que, en fait, c'est un acronyme de 6 étapes que nous allons voir ensemble. Donc, les 6 étapes que nous allons voir ensemble, c'est gérer son budget, parce que le mot budget, en réalité, il a peut-être une signification pour chacun d'entre nous, mais on verra ensemble ce soir de façon pratique, 6 clés pour mieux gérer son budget ou tout simplement pour donner une orientation à son argent ou tout simplement comprendre voilà, l'importance du budget. Pourquoi est-ce qu'on a un budget? Pourquoi c'est important et comment tout simplement on va le gérer. Je m'arrête 30 secondes ici. Je vous invite, s'il vous plaît, je vous invite, s'il vous plaît, à vraiment, 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 vraiment prendre le temps de pouvoir, à vraiment prendre le temps de pouvoir mettre en pratique les choses que vous voyez. Vous avez toutes les sessions qu'on a vues avant, les sessions qu'on a vues juste avant. On a vu différentes sessions, c'est vrai, investir en soi. On a vu le fait de pouvoir investir en soi, le fait de pouvoir faire son bilan financier. On a vu différentes sessions, mais c'est très important que vous puissiez comprendre que chacune des sessions qu'on voit, si vous les mettez en pratique, peut-être même que vous n'aurez pas besoin de devenir peut-être même client un jour.
Et peut-être que même que vous n'aurez pas besoin de devenir client, tout simplement parce que je vous assure que chacune des clés, euh, franchement, hein, si juste vous prenez le temps de vous arrêter et de dire, bon, écoute, je vais pratiquer, je vais vraiment mettre en pratique, je vais pratiquer chacune des clés. La vérité, encore une fois, je tiens à le rappeler avant d'aller plus loin. L'objectif ici n'est pas de vous juste vous donner du contenu comme ça et que vous vous dites, voilà, c'est une formation qui est offerte, c'est une formation gratuite. Je vous dis la vérité. J'ai investi des milliers d'euros en formation jusqu'à aujourd'hui. J'ai investi vraiment beaucoup d'argent en formation jusqu'à aujourd'hui. Et l'une des choses, c'est que euh, j'aurais bien aimé avoir ce que je vous donne aujourd'hui de façon scindée comme ça, de façon concrète. J'ai dû apprendre un peu de tout, un peu de tout, selon les différentes expériences que j'ai eues avec mes échecs et avec mes réussites. Mais c'est vraiment très important de comprendre que si vous prenez le temps de mettre en pratique chacune de ces clés, vraiment, vous verrez vos vies financières vont changer. Le principe, l'objectif pour moi, ma satisfaction n'est pas de me dire, ah, tous les lundis soirs, je vous offre une masterclass. D'ailleurs, il en reste deux. N'est pas de vous dire tous les lundis soirs, je vous offre une masterclass. L'objectif ici est de pouvoir mettre en pratique ce qui vous est partagé. Pourquoi? La Bible dit, Jésus dit, heureux vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Heureux vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, il ne suffit pas. Merci beaucoup. Il ne suffit pas simplement d'écouter. Je vous invite vraiment à prendre des notes. Mon plaisir à moi, ce serait que vous mettez en pratique les choses et que même sans le programme d'accompagnement, bah, la vérité, vous puissiez déjà aller loin. Et j'ai mis ça en place pour les personnes qui se diront, mais moi, j'ai peut-être pas les moyens d'investir plus de 1 000 euros pour un accompagnement. C'est pas grave. Alors, profite ici. Profite parce que le contenu que je te partage là, évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails sur tout, mais c'est vraiment les bases de ce qu'on verra ensemble dans le programme d'accompagnement. OK. Sans plus tarder, on va poursuivre sur le thème d'aujourd'hui, gérer son budget. Comme on l'a dit et on le dira et je le dirai toujours, en tout cas, je m'appuie sur quoi pour vous donner ces formations? Je m'appuie sur mon expérience de banquier, je m'appuie sur mon expérience de coach financier, je m'appuie sur mon propre parcours, comment j'ai eu l'opportunité par de la discipline de pouvoir devenir aussi propriétaire de mon premier appartement, j'ai eu l'opportunité de sortir également voilà, des dettes, j'ai eu l'opportunité de pouvoir tout simplement avoir une meilleure vie financière. L'objectif ici est que chacun d'entre nous puissions à notre niveau vivre la vie financière que Dieu a prévue pour nous. On va commencer par la Bible parce que c'est de là qu'on tire les enseignements, en tout cas ce sur quoi je m'appuie pour vous partager ces formations. Ceux qui le veulent, on va prendre la Bible dans Luc 14, 28. Bon, comme c'est déjà là, merci beaucoup, assistant, je vais pouvoir simplement lire directement à l'écran. La Bible dit, car lequel de vous, Jésus parle avec les disciples dans un contexte, c'est qu'en fait, tout simplement, Jésus est avec les disciples et à un moment donné, dans la discussion, il s'appuie sur une image. Il est en train d'observer, pendant qu'il parle avec ses disciples, il voit une construction. Et il montre cette construction aux disciples en leur disant, allez, regardez cette scène, regardez ce qui est en train de se produire. Et Jésus dit à ce moment-là, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Je redis, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rallier en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Ou que quel roi, s'il va faire la guerre à un autre, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Je vais simplement m'appuyer sur ce passage, en tout cas, pendant les 5 prochaines minutes, simplement voilà, pour que nous puissions introduire la thématique du budget. Jésus ici est en train de dire, car lequel de vous veut bâtir une tour? Remplace le mot bâtir une tour par lequel de vous veut commencer un projet
sans s'asseoir ni calculer la dépense et savoir s'il a de quoi la terminer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le budget est véritablement un outil au service d'un projet. Si tu veux faire un budget sans projet, ça ne te servira à rien. Le budget est un outil au service de tes projets. Le budget est un outil au service de nos projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va voir ensemble que le budget, beaucoup d'entre nous, parfois, on ne respecte pas un budget, pas parce qu'on n'utilise pas des bonnes applications bancaires. C'est pas vrai. Certains pensent que gérer son budget passe par le fait, je ne dis pas que c'est pas important, c'est très important. Gérer son budget, tu peux le faire via des applications bancaires, etc., par des tableaux Excel, des grands tableaux Excel, c'est possible. Mais c'est vraiment important de comprendre que gérer son budget n'a du sens que si vous avez un projet. Donc Jésus est en train de dire ici, tu veux bâtir une tour. Tu peux remplacer le mot bâtir une tour par lequel de vous veut lancer son entreprise sans calculer la dépense? Lequel de vous veut faire un achat immobilier sans connaître sa capacité d'emprunt? Ou encore, lequel de vous veut se marier sans planifier, sans budgétiser? Hmm. Quels sont encore les autres projets pour lesquels on peut remplacer quoi d'autre par le mot tour? Je vous écoute. Voilà. Lequel de vous peut faire quoi? Allez, allez-y, on va faire ensemble. Lequel de vous veut acheter une voiture sans budgétiser? Est-ce que vous avez des idées de projets pour lesquels vraiment c'est important pour vous d'apprendre à budgétiser? Je vous écoute, vous avez les micros, vous avez la liberté d'expression. Ok, très bien. Immeuble de rapport, n'hésitez pas à le dire à l'oral, hein. Moi, je n'ai pas le monopole de la parole, bien que ce moi qui donne l'information. Donc, n'hésitez pas à le dire à l'oral ou tout simplement l'écrire. Les types de projets, par exemple, pour lesquels vous pensez que c'est important de budgétiser. Un projet de construction, très bien. Ok, il y a beaucoup de constructeurs ici. Donc voilà, on revient juste sur ce passage. Merci beaucoup, Marie-Laure. S'il veut investir dans l'e-commerce. Ok, très bien. Lequel de vous veut commencer un business e-commerce et pense que parce qu'on lui a dit sur Internet que le dropshipping fallait commencer avec zéro, ne va pas planifier un budget publicité, ne va pas planifier un petit budget de stock, ne va pas planifier un budget de communication, de marketing. Donc c'est très important. Donc ici, notre point de ce soir, notre passage biblique clé de ce soir, c'est Luc 14, 28. Lequel de vous veut bâtir une tour? Lequel de vous a un projet sans avoir de budget? Donc, ça veut dire que tu dois d'abord t'asseoir pour calculer la dépense et savoir de quoi la terminer, savoir s'il a de quoi la terminer. Et Jésus, dans la sagesse, nous montre qu'en réalité, si tu ne t'assois pas, tu ne calcules pas la dépense, tu vas commencer un projet et les gens vont se moquer de toi parce que tu n'as pas eu le temps de poser tes fondements. Et les fondements, vous les avez vus, si vous vous souvenez, on les a vus avant. On a vu les fondements pour avoir des finances. Investir en soi, tu es d'abord le premier pilier. Ensuite, on a vu les différentes étapes, sortir des schémas financiers, faire son bilan financier, c'est très bien. Mais ça, tout ça, ça fait partie des fondements. Et après, un autre passage qui nous montre que c'est important, que en tout cas, la notion du budget est une notion qui est vraiment biblique, parce que la preuve, je vais prendre un passage dans Jean 13, verset 29. Jésus, en tout cas, le passage nous dit, en tout cas, voilà, dans Jean, 4 dans Jean 13, verset 29. Jésus est assis, il discute avec les disciples, en tout cas, il dit, quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, lui commander de donner quelque chose aux pauvres. Vous voyez qu'au travers de ce passage biblique, le mot bourse peut être remplacé par le budget. Jésus lui-même tenait un budget ici, donc toi, tu vas pas tenir de budget. Bon, je ne sais pas, mais voilà, je me pose des questions. Jésus lui-même tenait un budget, et d'ailleurs, le budget qu'il tenait avait plusieurs usages. Il a pu payer des impôts, il a pu manifester de la générosité, mais le budget est vraiment très important. Donc, on va poursuivre ensemble, les amis. Continuons. OK. Gérer son budget. Aujourd'hui, on va voir ensemble gérer son budget. Pourquoi et comment? Les- euh, Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et simplement dire, mais pourquoi pour vous c'est important? Pourquoi pour vous, vous pensez que c'est important de gérer son budget? Pour moi,
c'est important de gérer son budget, parce que c'est comme pour gérer tes émotions. Ok, très bien. C'est-à-dire, Peux-tu si tu nous en sais pas dire gérer tes plus? émotions, pardon? Peux-tu nous en dire plus? Si tu sais pas gérer tes émotions, c'est par exemple, je sais pas, hein, va se passer un truc, tu vas t'énerver direct. Hmm. Le budget, c'est quasiment la même chose. Par exemple, là, tu vas arriver dans un magasin. Dans un magasin, tu vois, on va dire, tu vois une P5, tu voulais pas l'acheter à la base, sauf que comme tu sais pas gérer ton budget, tu vas l'acheter. Hmm. Très bien, très bien. T'as un très bon exemple. Merci, Ivan. Quelqu'un d'autre? Encore une personne qui veut nous partager pour lui ce que ça veut dire gérer son budget. Alors pour moi, gérer son budget, c'est surtout comme ça, en fait, on sait où on peut aller, Hmm. quelle est notre limite et oui, savoir où tu peux aller. Donc, est-ce que tu as assez, est-ce que tu n'as pas assez, est-ce que, voilà, Hmm. te donner les moyens pour pouvoir, parce que si tu gères pas ton budget, tu sais pas, en fait, quelle capacité que tu as. Donc, le Donc, pour toi, projet, il gérer peut son être budget, c'est grand. savoir où aller? Voilà, c'est ça. Parce D'accord. que sinon, après, tu vas de partout et nulle part, en fait, hein. Très C'est bien, ça. très très bien. Encore une dernière personne peut-être avant qu'on puisse aller directement? Alors, allô? C'est moi. Yes, Jean-Christophe. Bonsoir à tous. Alors, Bonsoir. du coup, moi, gérer mon budget, ça me fait penser à ce verset biblique dans Matthieu 25, 14, où on parle de la parabole des 5 talents. Donc, ce serait savoir gérer ce que Dieu nous donne, donc savoir les utiliser à bon escient. Voilà. Génial. Excellent. Merci beaucoup pour ta réponse. On va pouvoir poursuivre ce soir avec ce thème et en vous partageant quelques clés. On va voir ensemble, les amis, 5 raisons d'avoir un budget. 5 raisons d'avoir un budget. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Ces raisons ne sont pas exhaustives, pardon, messieurs, dames, mais c'est juste quelques raisons, en tout cas, qui peuvent nous encourager à être motivés à avoir un budget. Alors, l'une des premières raisons, en tout cas, l'une des premières motivations à avoir un budget, c'est que le fait d'avoir un budget va te permettre de pouvoir retrouver le contrôle. Retrouver le contrôle passe par le fait d'estimer précisément. Laissez-moi développer. Retrouver le contrôle passe par le fait d'estimer précisément, en fait, ce que tu possèdes. Je vais te donner un exemple. En fait, tant que tu donnes tu donnes des choses qui sont très générales, des choses qui sont très générales, bah en réalité, tu as l'impression que tu es pris dans un océan de beaucoup de choses. Alors qu'en réalité, quand tu es capable de dire, bah, en fin de compte, aujourd'hui, je sais que j'ai... admettons que tu vas à la guerre. Tu pars à la guerre, tu arrives dans un champ de bataille, et il y a une foule innombrable de soldats, et tu te dis, bah tiens, je vais les affronter. Est-ce que tu penses que tu auras la motivation de te dire, je vais affronter cette foule, mais si tu sais que je vais aller affronter des gens, je vais rencontrer exactement 300 personnes, il y aura 300 personnes qui seront là. Bah, j'ai un exemple qui est très, très pratique par rapport à la sécurité. J'aime bien. On va rester sur le domaine de la sécurité. Il y a une différence. Pourquoi est-ce que le personnel de police, pourquoi est-ce que quand il y a des manifestations, on est obligé de déclarer une manifestation à temps à la préfecture? Pourquoi? Parce que ça permet comment ça s'appelle, aux forces de l'ordre de pouvoir prendre le contrôle de la situation. C'est la même chose avec le budget. Si on sait qu'il y aura 3000 manifestations, d'ailleurs c'est pour ça que ça interdit les manifestations sauvages. Si on sait qu'il y aura 500 personnes, 1000 personnes, on est capable de définir un périmètre de sécurité parce qu'on est capable de contrôler la zone. Le budget, c'est la même chose. Tout ce que tu es capable d'estimer précisément, tu peux le contrôler. Il y a une différence entre dire, bah voilà, j'ai trop de problèmes financiers et j'ai 2 dettes, une de 5000 euros, une de 15 000 euros.
Tu vas retrouver le contrôle parce que tu peux cibler précisément. Deuxième raison de gérer son budget, ou tout simplement d'avoir un budget, ça te permet de définir des objectifs financiers cohérents et stratégiques. Je m'explique. On l'a vu la fois précédente pour ceux qui étaient là et pour ceux qui se souviennent, on l'a vu ensemble, définir et atteindre ses objectifs financiers. Donc, on essaye de faire en sorte que de vous offrir cette masterclass en étant quand même cohérent sur les thématiques qu'on vous propose. C'est qu'aujourd'hui, définir des objectifs cohérents et stratégiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu as un budget, tu peux avoir des objectifs cohérents. Pourquoi? Si tu te rappelles du passage biblique d'avant, Jésus dit, lequel de vous ou ont encore un chef d'armée, lequel de chef d'armée va aller en guerre avec 10 000 soldats si son adversaire en vient avec 20 000? S'il est informé, il est capable de pouvoir organiser une troupe suffisante et nécessaire pour pouvoir remporter la bataille. C'est la même chose avec le budget. Quand tu as un budget, tu peux enfin définir des objectifs cohérents. Vous vous rappelez, on a vu la fois précédente, c'est important de définir des objectifs financiers. C'est très bien, mais encore faut-il être cohérent. Et le budget est quelque chose qui va t'aider à être cohérent. Exemple, tu ne vas jamais à la salle de sport, mais tu veux, tu ne fais jamais de sport, mais tu veux t'inscrire à la salle de sport aujourd'hui et penser que aujourd'hui, parce que voilà, tu ne fais jamais de sport, tu vas aller, tu vas faire du développé couché, tu vas porter 150 kilos. Va porter 150 kilos, ça va te tomber sur ton cou, tu vas plus jamais te connecter. Donc, ça veut dire quoi? Pour avoir de la cohérence, c'est important de pouvoir avoir quelque chose de factuel. Le budget va te donner tout simplement de l'objectivité. Tu vas être cohérent et tu vas pouvoir définir des objectifs stratégiques. On verra ensemble tout à l'heure qu'on va dérouler qu'est-ce que j'entends par objectif stratégique. En fin de compte, le budget aussi, troisième raison d'avoir un budget, en fait, c'est aussi en lien, hein, ça va te permettre de te rendre compte d'un éventuel déséquilibre financier. Le déséquilibre financier ne se voit que lorsqu'on calcule. Bah, c'est la même chose que lorsqu'une personne a, par exemple, un déficit de vitamines ou quoi, bah, tu le sauras comment? Tu fais une prise de sang, tu le sauras. Le budget, c'est la même chose. Si tu n'as pas de budget, tu vas me dire que si tu n'as pas de budget. En fait, c'est un sujet qui me fait rire parce que récemment, j'ai fait une prise de sang et effectivement, j'ai vu voilà, les endroits où il fallait rajouter des vitamines. Donc, simplement pour dire que si tu ne fais pas de bilan, tu n'as pas de budget, bah, tu ne sauras pas avoir un déséquilibre. Tu vas continuer de vivre, 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 vivre comme si tu gagnais 15 000 € par mois, c'est pas grave. Mais peut-être que tu as tellement de dettes que ton budget est déséquilibré. Quatrième raison, en tout cas, d'avoir un budget, les amis, c'est pour apprendre à dire non et se dire oui à soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre à dire non, comment faire pour dire non? Quand tu sais déjà les engagements que tu as dans tes finances, tu peux facilement dire non. Pourquoi il y a des gens qui se retrouvent toujours en difficulté? Soit ils ont prêté de l'argent, ou soit ils sont allés dépenser dans des endroits qui n'avaient rien à voir avec leur budget, tout simplement parce que, en fait, ils n'ont pas de budget, donc ils ne peuvent pas apprendre à dire non. Et je vais te donner un exemple, avec le temps. En fait, la nature a horreur du vide. Autrement dit, si tu ne te donnes pas du temps, bah, la vérité, si tu ne remplis pas ton agenda, quelqu'un remplira ton agenda. Bah, si tu ne budgétises pas, je peux t'assurer que tout le monde veut de ton argent. Les marques veulent de ton argent. Les impôts veulent de ton argent, même quand tu es mort. Tout le monde veut de ton argent. Les enfants veulent de ton argent. Les amis veulent de ton argent. Les époux, les épouses veulent de l'argent. Les collègues veulent de ton argent, peut-être. Tout le monde veut de ton argent. Mais quand tu as un budget, tu peux apprendre à dire non. Parce que tu sais que tu ne peux pas t'engager. Et c'est comme ça qu'on arrête de se retrouver dans des situations de stress parce qu'on a pris beaucoup d'engagement, tout simplement parce qu'on a un budget. Tu es capable de voir que, ah non, là, je ne peux pas m'engager puisque mon budget ne me le permet pas. Je ne peux pas dans tous les cas. Comment tu vas dire je ne peux pas? Bah, tu peux dire je ne peux pas parce que tu as un budget qui te permet de te dire, tu vois, ici, tu ne peux pas. Cinquième raison d'avoir un budget, les amis, c'est que sans budget, on peut être sans frein. La Bible dit, faute de vision, le peuple est sans frein. Faute de vision ou de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire qu'en fait,
Sans budget, tu es sans frein. Pourquoi? Tu vas dans un magasin, tu vas dépenser, 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 dépenser. Mais si tu as un budget, ça va te permettre de pouvoir avoir une sorte de frein. Donc voilà cinq raisons, les amis, de pouvoir avoir un budget. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive et je ne vais pas pleurer pour vous convaincre d'avoir un budget. Je sais que vous êtes des personnes matures financièrement qui allez mettre en pratique et en tout cas, j'espère que vous avez trouvé une bonne raison de vous motiver. Dites-moi au moins, même par écrit, si vous avez eu ce soir au moins une bonne raison de pouvoir avoir un budget ou tout simplement même de l'améliorer. N'hésitez pas à soit lever le pouce, lever un pouce, soit tout simplement écrire dans les commentaires. Est-ce que ça vous parle? Naomi, très bien, merci. David, très bien. OK. Bon, en tout cas, moi, ça m'encourage de savoir que ça vous aide parce que sinon, vous me dites, je déconnecte, je vais dormir. Mais en vrai, j'aime bien ça. Donc, OK, on va poursuivre, les amis. Hop. Ok, merci Marie-Laure. Très bien. Maintenant, comment gérer son budget de façon... Comment gérer son budget de façon concrète, en vérité, plutôt en 6 étapes. Excusez-moi, je vous ai mis 5, mais en fait, c'est plutôt en 6 étapes. Ok, on va voir de façon concrète maintenant. La première étape pour gérer son budget, tout simplement, rester concentré. Rester concentré, partie par partie. Première étape pour gérer son budget, c'est tout simplement faire un bilan financier. Et les amis, si vous me dites de quoi je parle quand je parle de bilan financier, je ne sais pas où est-ce que vous étiez à la deuxième session. Et si vous n'étiez pas là à la deuxième session, je me pose la question, où étiez-vous? Où étiez-vous ce jour-là? Donc, gérer son budget passe d'abord par le fait de faire son bilan financier. Pourquoi? Faire son bilan financier, je vous ai mis juste une seule question ici, parce que sans ça, votre gestion de budget, c'est du vent. La question ici est simplement, mais où est allé mon argent les 3 derniers mois? Où est allé mon argent les 3 derniers mois? Donc, pour gérer son budget, la première étape, c'est simplement se poser la question, ils sont passés où mes sous les 3 derniers mois? OK. Ah, n'arrivez pas à se connecter. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas pu, vous aurez les liens de rediffusion. OK. Où est passé mon argent les 3 derniers mois? Donc, la première étape, si tu veux gérer ton budget, la toute première étape, c'est pose-toi la question où est allé mon argent les 3 derniers mois. Donc, simplement te poser la question, OK, là, je vais prendre mes 3 derniers mois de relevé de compte. Pour ceux qui ont plusieurs comptes bancaires comme moi, évidemment, j'ai pris tous mes relevés de banque, mes relevés de compte bancaires de différentes banques, etc. Mais ça revient au même, c'est la même chose. Posez la question, où est allé mon argent les 3 derniers mois? Je ne vais pas trop insister sur ce point ce soir, puisque j'aimerais qu'on puisse voir les autres points, mais en tout cas, je vous invite à faire cet exercice. Et de toute façon, cet exercice, il est tellement important que je ne le change pas. Que ce soit programme gratuit, programme payant, les résultats sont les mêmes. Tu mets en application, tu verras les résultats. Donc, c'est-à-dire prendre tes relevés de compte, te poser la question, où est allé mon argent les 3 derniers mois? Tu regardes. Il faut que tu sois un médecin, un docteur. Vraiment, tu analyses ligne par ligne, opération par opération. Tu cibles. Même si tu as la flemme de le faire là, alors ne postule même pas au programme d'accompagnement, puisque de toute façon, c'est simple. Tu feras cet exercice et en plus de ça, la différence, c'est que nous, on va analyser effectivement tes opérations pour voir là où est-ce que tu pourras optimiser tes dépenses. Donc, la première étape, c'est de budget. Le B de l'acrostiche B, c'est B de bilan. Faire son bilan financier ou encore où est allé mon argent les 3 derniers mois. Qui s'engage à faire cet exercice? Si tu ne t'engages pas à le faire, ce n'est pas grave, tant pis pour toi. Mais qui s'engage à faire cet exercice pour sa propre vie financière? Qui s'engage à faire cet exercice les 3 derniers mois? C'est dire, tiens, moi, je vais analyser. Si tu fais cet exercice, en tout cas, tu verras de toi-même les résultats. OK, vous engagez tous. OK, très bien. Je le ferai très bien. Et pour ceux qui rejoindront le programme d'accompagnement, on étudiera les 3 mois du relevé de compte et en vérité, on ne demandera pas 3 mois, on demandera même 12 mois. Pourquoi? Parce qu'on veut voir vraiment où est passé cet argent. Parce que vaut mieux faire un retour en arrière sur 12 mois
afin que les prochaines années soient des années financières euh, pleines de grâce, si je peux dire ça comme ça. OK. Deuxième étape, le U de budget, c'est uniformiser les dépenses dans un même endroit ou encore uniformiser les transactions dans un même endroit. J'arrive pas à lire ce qu'il a dit, Jean-Christophe. OK. Uniformiser les dépenses dans un même endroit. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Christophe? Je sais que ça sera. Ah bah, en tout cas, c'est un exercice qui est très perturbant. Et très franchement, pour l'avoir fait avec de nombreux clients, même en agence, franchement, c'est un exercice vraiment. Les personnes se sentent complètement bouleversées. Mais quand vous m'enverrez vos 6 mois de relevé de compte et qu'on va regarder point par point, et qu'on va vous poser la question, ça, c'est quoi? Parce qu'il y en a certains, je vais leur dire, faites les exercices, ils font pas. Mais quand je vais dire, ramène ton relevé de compte, je vais regarder. Et là, on verra. Et de toute façon, cacher une maladie, même si tu mets un gant, hein, et c'est pour ça que des fois dans la vie, on souffre. Même si tu mets un gant, quelqu'un va appuyer, on va dire, oh, il m'a blessé. On t'a souvent, peut-être qu'il t'a pas blessé, mais on a peut-être réveillé une douleur. En tout cas, c'est pas grave. Même si on doit révéler des douleurs financières à cause d'un relevé de compte catastrophique, on va relever ça ensemble. OK, on poursuit. Donc, tout simplement, uniformiser les transactions dans un même endroit, ça veut dire, il faut que tu puisses avoir la possibilité. C'est pas ici. Évidemment, ici, il y a le cahier ici. Ici, tu as des transactions ici. Ici, dans les SMS. Et j'ai essayé de faire ça, ça n'a jamais marché. À un moment donné, j'ai essayé de faire de la gestion de budget sur mon téléphone. En gros, je regardais les opérations. En gros, je m'étais créé un contact. Ça peut vous aider pour ceux qui veulent tester, n'hésitez pas. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais testé pendant un temps, mais faute de discipline, j'y suis pas parvenu jusqu'au bout. Une technique, c'est que dans mes contacts, je m'étais créé un faux contact et je l'appelais mon coach finance. Et en fait, chaque fois que je faisais une dépense, je m'envoyais un SMS. Et en fait, ça me permettait que quand j'allais là, bah, en un coup d'œil, en réalité, j'avais déjà toutes les opérations que j'avais faites. Et ça permet, bah, en fait, au moment où je fais la dépense, de tout de suite me dire, ah, j'envoie ça à mon coach. Et quand je regarde, je me dis, hé, coach, regarde tout ce que j'ai dépensé. En gros, c'est une sorte de, tout simplement voilà, de petites techniques que vous pouvez mettre en place. Il y a plusieurs applications pour gérer ses finances, des applications bancaires. Aujourd'hui, sur les applications des banques, on a tout à fait la possibilité de pouvoir mettre euh, des options budget. Il y a des applications de gestion de budget. Il y a des applications de gestion de budget. Il y a des applications de gestion de budget. Il y a Banking, Inxo. Il y a aussi des applications de gestion de patrimoine. Pour ma part, j'utilise une application de gestion de patrimoine qui s'appelle Finari. On vous mettra le lien dans les commentaires. On vous mettra les liens dans les commentaires. En plus, c'est un lien affilié. Bon, je gagne pas forcément d'argent dessus, mais en tout cas, je crois que ça me débloque une option. Je crois que ça me débloque une option sur l'application. La vérité, même s'il ne faisait pas d'affiliation, je vous aurais proposé cette application. C'est la meilleure application de gestion de patrimoine que j'ai utilisée. C'est la meilleure application. Mounir, bon, je ne sais pas s'il entend dans cette vidéo, c'est la meilleure application de gestion de patrimoine que je connais. Franchement, on vous mettra tout à l'heure le lien, en tout cas de Finari. Pour ceux qui le veulent, il n'y a rien d'obligatoire. Pourquoi j'aime bien cette application? C'est une application qui permet de centraliser tout son patrimoine dans un même endroit. C'est-à-dire qu'on peut rajouter ses biens immobiliers, on peut rajouter son patrimoine financier, on peut rajouter tous ses comptes bancaires, on peut en rajouter plus de 20 comptes bancaires, oui, même plus que ça d'ailleurs. On peut rajouter ses comptes bancaires, on peut rajouter son patrimoine immobilier, on peut rajouter ses comptes professionnels. Moi, je suis dans tous ces cas de figure-là. Je peux mettre mon patrimoine immobilier, je peux mettre mon patrimoine financier, on peut avoir une assurance vie dessus, on peut investir en crypto. Bref, Finari, à mon sens, est la meilleure application de gestion de patrimoine que je connaisse. Donc, on vous mettra ça. Après, il y a aussi ceux qui utilisent des grands tableaux Excel. Qui utilise ici, par exemple, n'hésitez pas à écrire qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui pour uniformiser vos transactions. Pour ceux qui ont déjà voilà, une petite stratégie de budget. Est-ce que vous êtes plutôt application de gestion de budget, tableau Excel?
N'hésitez pas à prendre la parole ou tout simplement écrire en commentaire. Ça m'intéresse de savoir comment vous faites aujourd'hui. Pour savoir, le jour où on va lancer notre application de gestion de budget, pour savoir qu'est-ce que vous utilisez. Hop. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, en tout cas, si vous le souhaitez. Je ne vois pas les commentaires pour éviter d'être distrait. Donc, n'hésitez pas. Excel, laisse tomber. Les grands tableaux Excel. Tableau Excel, 2 mois. Ok, Excel, mais je trouve ça va. Ok, génial. Ok, Excel par moment. Ok, ok, très bien. Je vois beaucoup d'Excel, hein. J'espère que vous excellez dans vos tableaux là. Et si vous lisez la phrase qui a marqué juste en dessous, il faut choisir la méthode la plus simple, plaisante et efficace. Je m'explique. Tout ce que tu veux mettre en place, tant qu'il n'y a pas de simplicité, de plaisir et d'efficacité, ça ne sert à rien. C'est pour ça que des fois, on prend beaucoup d'engagement. Mais si on ne trouve pas une de ces choses-là, c'est trop compliqué. Ça veut dire que je dois faire un tableau. Hier, pour tout vous dire, j'ai essayé de fabriquer un tableau Excel hier. En vérité, j'ai déjà essayé de gérer, mais je peux pas créer des méthodes, des grosses stratégies. Il y en a qui sont bons dans ces tableaux-là. Et moi, d'ailleurs, j'ai une de mes amies, elle a un tableau Excel. Il est bien son tableau Excel et en plus, il est vraiment utile, ça l'aide. Elle, franchement, quand je la vois sur son tableau Excel, qu'elle remplit à tout moment, même en pleine journée, la nuit, parce que ça lui permet de pouvoir avoir un suivi en direct. Dès qu'elle fait une modification, tout de suite, ça change. Euh, ok, lien parrainage Finari. Ok. C'est que j'aimerais bien voir qu'est-ce. Ok, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il dit. Ibrahim Excel, c'est le suivi, on commence bien, mais on se lasse après. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que avec l'Excel, on commence toujours, mais après, on se lasse vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas ces trois choses, tu ne vas pas tenir sur la durée. Le suivi est trop direct avec mon tableau Excel, ça me fait peur et j'arrête. Ok, je comprends. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, bah c'est ça. C'est qu'effectivement, tu vois en direct que tu tombes dans un gouffre. Merci pour ta sincérité, Naomi. C'est ça, en fait, le truc. C'est que la phrase que j'ai mis en dessous, c'est choisir la méthode la plus simple, plaisante et efficace. Pourquoi? La plus simple, c'est ça ne me demande pas trop de me tirer les cheveux pour commencer à réfléchir. Si déjà il y a ça, ça ne marchera jamais. Si, par exemple, pour faire du sport, tu dois aller à 1 heure de chez toi. Je vais vous donner une petite anecdote. Un jour, j'ai voulu m'inscrire à la piscine. J'ai voulu m'inscrire à la piscine. Et quand j'ai appelé pour m'inscrire, ils m'ont juste demandé la question de où est-ce que j'habitais. Quand je leur ai dit où j'habitais, ils m'ont dit non, mais monsieur, c'est pas grave, vous inscrivez pas. Et pourtant, l'abonnement, il était grave cher. Ils ont préféré perdre un client qui dit que c'est loin. Parce que c'est eux-mêmes qui m'ont dit c'est trop loin, monsieur, venez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ça allait être trop compliqué. Tu vois, quand tu rentres chez toi, déjà ta journée, elle était longue. Et ta journée, elle était longue. Tu te dis, je rentre chez moi. Et en plus, tu dois te changer. Tu dois aller au sport. Mentalement, c'est trop. Et c'est pour ça que les gens, parfois, ils partent au travail, ils ont des tenues, ils ont leur sac de sport, c'est fini. Et donc, la simplicité, c'est important. Donc, la simplicité, c'est important. Et ensuite, le plaisir. Il faut que tu prennes plaisir. Ça doit être un moment fun. Genre, il faut que tu trouves ça fun. Par exemple, tu fais ton budget, mais associe-le à quelque chose de fun. Et dès lors qu'il y a toujours de la souffrance, mais personne n'a envie de faire son budget. Qui veut se retrouver comme ça, à faire son budget, à avoir des grands calculs? Personne. Mais si tu l'associes à quelque chose de fun, qu'est-ce qui te procure du plaisir? Par exemple, tu peux même commencer déjà à réfléchir à ton budget pendant que tu fais une activité qui te plaît. Peut-être tu peux le faire en écoutant de la musique, qui est interdit. Tu peux faire ton budget. Pour trouver que c'est fun, tu peux le faire avec ton conjoint, ou même avec un ami, avec de confiance à qui tu dis, vas-y, là, je suis en train de faire mon budget. Et tu sais que c'est un moment de fun. Vous partagez, vous rigolez, c'est fun. Tant qu'il n'y a pas de fun, de plaisir, ça va être compliqué d'aller sur la durée. Et peu importe l'exercice. Et même pour tout, même pour lire la Bible, même pour prier. En fait, ces trois choses-là fonctionnent partout. Ça veut dire des choses simples. Bah, des fois, en fin de compte, bah, on veut faire trop compliqué. Tu veux, par exemple, prier, mais tu veux, par exemple, prier, mais il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu sois dans tel endroit. Et ensuite, il faut que tu es dans tel endroit. Il faut impérativement que tu aies telle musique. Et ensuite, il faut que tu aies tel casque. Non, quand c'est trop compliqué, ça ne marchera pas. Vaut mieux une prière simple qu'une prière trop compliquée, pleine de paroles qui ne servira à rien. Le plaisir, c'est pareil.
trouve du plaisir, peu importe la méthode que tu vas choisir. Et l'efficacité. L'efficacité se mesure par quels sont les résultats que ça t'apporte. Tu ne peux pas juste me dire ma méthode elle est efficace, s'il n'y a pas de résultat, ça ne marche pas. L'efficacité, c'est depuis que je mets en place ça, je me rends compte que je suis plus motivé à gérer mon budget. Depuis que je mets en place ça, j'arrive plus facilement à pouvoir tout simplement dire non. Mais tant que ça ne te permet jamais de dire non à ce que tu mets en place, laisse tomber. Et troisièmement, tout simplement, la troisième étape ou encore le D de budget, c'est l'un des deux points les plus importants. L'un des deux points les plus importants. En fait, c'est pas que. En fait, ils sont tous importants. Ils sont tous importants, hein. Les amis, ils sont tous importants, vous avez bien compris. Mais ce point est quand même important. C'est le D de définir des objectifs stratégiques. Définir des objectifs stratégiques. Et c'est le point du programme de ce soir. Le budget est un outil au service de nos projets. Le budget est un outil au service de nos projets. Donc, si tu as un budget et que tu ne définis pas d'objectifs stratégiques, la vérité, tu ne feras rien, on sera toujours là. Quels sont pour moi les 6 objectifs stratégiques que tu peux avoir avec ton budget? Pour certains, la générosité, il ne compte pas en objectif stratégique. Mais bon, je crois qu'ici, beaucoup, en tout cas, ont ça en valeur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Les 6 objectifs stratégiques avec son budget, c'est simplement se poser la question. Peu importe l'état de ton budget aujourd'hui, peu importe où tu en es aujourd'hui financièrement, peu importe où tu en es aujourd'hui dans ta gestion de budget, que tu sois familier avec la gestion de budget ou pas. Vous savez, j'ai rencontré différentes personnes avec des situations financières très différentes. Que tu aies beaucoup, que tu aies moins, que tu aies pas assez, que tu aies rien, le budget est quand même important. Tu vas te dire, mais moi, j'ai pas beaucoup de revenus, j'ai pas besoin de faire de budget. C'est peut-être toi qui as peut-être même besoin d'avoir un budget. Mais tu verras qu'avec les 6 objectifs stratégiques, que chacun d'entre nous, en fonction de nos objectifs propres, on a besoin d'un budget. Le premier objectif stratégique que tu peux avoir avec ton budget, c'est est-ce que j'ai peut-être besoin de générer plus de revenus? Je t'invite à prendre ces 6 objectifs stratégiques comme des choses qui reviennent toujours dans tes finances. En faisant le budget, en faisant ton budget, tu vas permettre de te rendre compte si tu as besoin de générer plus de revenus. Comment tu vas le voir? Comment tu vas savoir qu'il te manque tous les mois 300 euros si tu n'as pas de budget? Vous savez, parfois on demeure dans les découvertes autorisées tout simplement à cause du fait que, bah, en fin de compte, on n'a pas de budget parce que tu ne te rends pas compte. Mais si le jour où tu auras un budget, tu vas te rendre compte, mais attends, il me manque toujours 200, 300 euros. Et ces 200, 300 euros-là, comment est-ce que je peux avoir 200 euros, 300 euros de plus? Est-ce que ça veut dire demander une augmentation? Est-ce que ça veut dire faire une fois dans le mois une prestation ou 2 prestations qui vont te générer 300 euros? Est-ce que ça veut dire peut-être changer de travail? Je ne sais pas. Mais ça, c'est un objectif stratégique, le fait de générer plus de ressources. Un autre objectif stratégique, ça peut être rembourser ses dettes. C'est d'ailleurs la thématique de la semaine prochaine. Rembourser ses dettes, c'est un objectif stratégique. Si tu ne tiens pas de budget, tu ne seras même pas motivé à rembourser tes dettes parce que dès lors que la dette, tu la vois comme ça, tu ne vas jamais être motivé. Et à l'époque, quand j'avais plusieurs milliers d'euros de dettes, à un moment, j'étais démotivé. J'avais l'impression que je remboursais tous les mois des dettes, des dettes. Je remboursais, en plus, je gagnais 1500 euros à l'époque, je remboursais 750 euros de dettes. 750 balles de dette. Et c'était démotivant pour moi. Mais quand j'ai dit, mais non, moi, c'est un objectif, je veux m'en débarrasser. Au début, c'était frustrant, mais à la fin, c'était motivant parce que je savais que mon budget me le permettait. Peut-être que pour toi, ton objectif stratégique, c'est épargner. Épargner pour des projets court terme, moyen terme, long terme. Investir. Donner plus. La Bible dit, celui qui donne celui qui donne abondamment, celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. Mais comment tu peux donner, comment tu peux semer, c'est parce que tu donnes aussi quelque part. Et aussi, on nous mesurera à la mesure avec laquelle nous avons versé aussi pour les autres. OK? Et ça peut être aussi un objectif stratégique, diminuer ses dépenses. Là, les amis, franchement, si vous êtes connectés, sincèrement, si vous êtes connectés ce soir, vous avez tous au moins un objectif stratégique. Sinon, sincèrement, je ne sais pas ce que vous faites. Sincèrement. Et là, j'aimerais bien, s'il vous plaît, les amis, que chacun puisse dire, même à l'écrit, quel est son objectif stratégique.
Lequel objectif stratégique ici lui parle le plus? Là, normalement, je vois tout le monde connecté sauf l'assistant. Tout le monde peut dire aujourd'hui quel est son objectif. Vous m'en faites bégayer. Quel est votre objectif stratégique? Alors là, vraiment, prenez tous la parole. Déjà que je ne vous vois pas, vous voulez me frustrer jusqu'au bout? Rembourser ses dettes. Génial. OK, merci beaucoup. Très bien. Rembourser les dettes. Très bien. Je vois générer plus de revenus. Qui d'autre? Et diminuer ses dépenses. OK, génial. Diminuer ses dépenses. OK, très bien. C'est un objectif stratégique. OK, Inve- Al- Investir. OK, très bien. Investir. Dans quel domaine? al- Bon, le temps peut-être qu'il revienne. Quelqu'un parlait là. Alors moi, c'est diminuer ses dépenses et rembourser ses dettes. Génial, très bien. Encore deux autres personnes? Oui, bien sûr. OK, donc je vois. OK, très bien. OK, OK. Donc je vois diminuer les dépenses, épargner pour le mariage, très bien. Générer plus de dettes. Générer plus de dettes? Générer plus de dettes. Générer plus de dettes. Qui a dit générer plus de dettes? J'allais prier pour que vous soyez libérés de vos dettes. Maintenant, vous voulez générer plus de dettes. Générer plus de dettes? Marcel, objectif, constituer un... Ah, ok. Ça se lit parce que je suis fatigué. Ok. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te fortifie. Objectif, se constituer un capital et optimiser le ratio dépenses-revenus. Excellente remarque. Franchement, vous devenez des professionnels. Bientôt même, je me pose la question si c'est vous qui allez me facturer du coaching. Parce que là, je vois que vraiment, vous progressez. Ok, plus de découvertes. Ok, très bien. Ok, très bien. Après, il y a des dettes. Oui, effectivement. Vous verrez, nous verrons ensemble la semaine prochaine que bah, il y a dettes et dettes. Toutes les dettes ne sont pas mauvaises dettes. Il y a des dettes productives et des dettes improductives. En une phrase, les dettes productives sont les dettes qui nous permettent d'augmenter notre liberté financière, d'augmenter notre patrimoine d'ordre général, immobilier, financier, professionnel. Et les dettes improductives, c'est les dettes tout simplement, comme tu le sais, non seulement ça ne te rapporte pas, ça te fait perdre de l'argent, et en plus, ça ne te permet même pas de grandir financièrement. Investir dans l'immobilier, générer plus de revenus. Très bien. Plus de découvertes. Ok, très bien. Une éducation financière à mes enfants. Alors toi, Marcel, toi qui es là et en plus qui a vraiment ce désir de transmettre à tes enfants, je prie au nom de Jésus que Dieu t'accorde la grâce d'être rempli d'une sagesse financière afin que tu puisses transmettre ça à tes enfants, de sorte que la Bible dit, instruis les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre et ainsi lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Que le Seigneur Jésus t'accorde la sagesse de pouvoir éduquer tes enfants sur cette base de la parole de Dieu au nom de Jésus. Ok, et vous savez, des fois, on parle, et des fois, j'ai à cœur de prier pour des personnes comme ça. C'est parce que le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour certaines personnes de temps en temps. Donc, toi qui es toujours inconnu, on n'a jamais vu ta face, on n'a jamais vu ta tête, on n'a jamais vu ton prénom, n'hésite pas aussi afin que tu reçoives ta portion. OK, au nom de Jésus. Avez-vous des questions sur les trois étapes qu'on vient de voir aujourd'hui? Oui, moi j'ai une question, Marie-Laure. Mhm. Euh, sur l'étape faire son bilan financier, là, Oui, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de bilan financier, oui, euh, tu dis qu'il faut le faire sur les 3 derniers mois. oui. Mais vu qu'on ne l'a jamais fait, donc comment on doit s'y prendre? Est-ce qu'il faut une méthode particulière, juste éplucher ses relevés bancaires pour pouvoir faire ça, ou est-ce qu'il y a autre chose à mettre en place? OK. Excellente question. Merci beaucoup. Alors, merci pour la question. Là, étant donné qu'on a évidemment faute de temps, et c'est surtout qu'en réalité, aujourd'hui, en fait, au travers de la formation, j'aimerais vraiment vous donner un maximum d'éléments. Il y a beaucoup de choses que vous voyez là en réalité, hein, qui correspondent à des choses qu'on voit aussi en détail en privé.
avec ceux qui rejoindront l'accompagnement. Mais pour répondre à ta question de façon pratique, euh, quand tu veux faire ton bilan financier, il y a deux choses. Il y a le bilan patrimonial, après il y a le bilan tout simplement financier, budgétaire. Bilan patrimonial, je ne vais pas t'engager là-dedans. C'est vraiment quelque chose, ça demande vraiment du temps. C'est même des métiers, on appelle, il y en a, c'est des ingénieurs patrimoniaux, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, la gestion de budget commence par le fait de pouvoir prendre conscience de sa situation financière. Le simple fait de prendre ces relevés de compte va te permettre de pouvoir te rendre compte de où est-ce que va ton argent. Vous savez, la Bible dit, là où se trouve ton cœur, se trouve aussi ton trésor. Donc là où se trouvent tes sous, se trouve là où est ton cœur. Autrement dit, pour faire ça de façon simple, c'est juste, je prends les 3 derniers mois. Tu peux prendre 3 ou 6 mois. Pourquoi déjà 3 mois? Sachez que quand vous allez venir demain, pas chez moi, en tout cas pour faire un projet immobilier, en tout cas la partie financement, on va vous demander vos 3 derniers mois de relevé de compte. Pourquoi est-ce qu'on vous demande les 3 derniers mois de relevé de compte? C'est pas anodin. Les 3 derniers mois de relevé de compte, bon, c'est pas non plus toute une vie, ça reste quand même 90 jours. Les 3 derniers mois de relevé de compte, comment on fait faire de façon concrète ce bilan? C'est prendre le relevé de compte et essayer de décortiquer trois choses. Première chose, c'est prendre un stabilo avec la couleur verte. Par exemple, tout ce qui est revenu. Évidemment, quand tu n'as pas plusieurs sources de revenus, bah, c'est un exercice qui est plutôt facile. Mais quand tu commences à en avoir plusieurs, tu surlignes. En vert, par exemple, tous les revenus. En vert. Très bien. Ensuite, deuxième chose, ça peut être une couleur, par exemple, en orange. Quels sont tous les prélèvements ou les choses qui sont ce qu'on appelle des besoins essentiels nécessaires, qui sont des prélèvements obligatoires. Ça veut dire dont tu ne peux pas te défaire. Tu ne vas pas dire aujourd'hui, bah, je ne paie pas mon loyer. Ça ne marche pas. Je ne paie pas ma mensualité de crédit. Essaye de faire ça 2 fois. Tu vas être fiché pendant 20 ans. Essaye Non, c'est important de pouvoir, en fait, tout simplement, trouver en cette couleur orange les prélèvements obligatoires. Choisissez la couleur que vous voulez si vous avez des couleurs de prédilection. Orange, quels sont les prélèvements obligatoires que j'ai? Tu regardes, par exemple, OK, j'ai Free, j'ai le téléphonie, j'ai, par exemple, le loyer, j'ai le crédit, toutes ces choses, etc. Et la troisième couleur, ça va être en rouge, toutes les dépenses que vous-même, pas que moi ou quelqu'un va vous dire, que vous pensez vraiment comme non nécessaires et qu'elles ne devraient pas se trouver dans votre budget. Faites cet auto-bilan vous-même. Évidemment, pour ceux qui le feront avec nous pour le programme d'accompagnement, évidemment, vous nous enverrez les relevés de compte. On va analyser, on va regarder ensemble, on fera des commentaires sur voilà, il y a ci, il y a ça, qu'est-ce que c'est, etc. Mais là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de façon concrète avec ces masterclass qui sont offertes, c'est que on puisse voir de façon concrète comment je peux faire. Je pars de zéro, c'est simple, je prends mon relevé de compte sur 3 mois. Je regarde les revenus, je regarde les prélèvements qui sont obligatoires, récurrents, et ceux que je considère comme vraiment des pures dépenses fantaisie. Mais vraiment, vous dites, ah oui, j'avoue, ça, c'était pas obligatoire. Comme ça va te permettre de te rendre compte, ah ouais, purée, ah, il y a quand même beaucoup de rouge. Oh là là, oui, il y a quand même beaucoup de orange. Mais pour combien de verts? Ça, de façon concrète. C'est comme ça que tu peux faire. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question, Marie-Laure? Oui, oui, c'est concret, oui. Ok, super. Est-ce que quelqu'un a une autre question avant qu'on puisse voir la deuxième partie? Ah oui, encore Marie-Laure. Encore Marie-Laure? Avec plaisir, Marie-Laure. Il y a un moment où tu dis dans définir les objectifs, il y a le donner plus, mais dans la diapo d'avant, tu as dit savoir dire non. Donc, Oui. quelle est la cohérence avec savoir dire non et là donner plus? Ok, parfait. Je vais te donner un passage dans la Bible. Ok. 2 Corinthiens 9, verset 6, à partir du verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dire non ne veut pas dire ne pas donner. Dire non, déjà, parfois on dit oui par contrainte. Si tu donnes alors qu'en réalité c'est une contrainte, pour Dieu, tu n'as pas donné.
Tu as peut-être fait je ne sais pas quoi, mais tu n'as pas donné. C'est pas la générosité selon Dieu. Selon Dieu, c'est tu donnes comme tu as résolu dans ton cœur, sans contrainte ni regret. Donc, ça veut dire aussi que tu vas donner ce que tu as résolu, mais apprendre à dire non, c'est si j'ai résolu quelque chose, je ne vais pas commencer à rajouter des choses au-dessus par culpabilité. Mais c'est important de donner. Par exemple, je dis, bah tiens, moi, dans mon budget, j'aimerais bien donner, par exemple, je sais pas moi, 100 euros. Très bien. Mais si j'ai donné mes 100 euros, en fait, c'est apprendre à se dire non dans le oui global que tu veux donner aux gens. C'est donner ne veut pas dire non. Et dans le sens où j'ai dit apprendre à dire non ne veut pas dire non que dans le donner. Tu peux apprendre à dire non aussi pour une dépense. Par exemple, tu sais que tu ne peux pas ce mois-ci te permettre de faire 2 restaurants. Bah, c'est pas grave, tu dis non. Tu dis non, je ne peux pas. Mais la partie donner plus, c'est pas forcément, le dire non, c'est pas forcément uniquement dans la générosité. Tu peux dire non à un investissement qui n'est pas le moment de le faire. Parce que tu sais que, par exemple, je vais te donner un exemple très simple. Jusqu'à présent, moi, je ne m'intéressais pas forcément à tout ce qui était vraiment purement investissement, purement financier. Je me suis intéressé à l'immobilier, à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que je me suis dit, les capacités financières que j'ai aujourd'hui me permettent d'être focalisé sur la partie immobilier et business. Donc, je n'allais pas commencer à dire oui à des possibilités d'investissement alors que je suis banquier, je parle de ça tous les jours et je fais ça tous les jours, j'y connais. Tout simplement parce que ce n'était pas pour moi la saison, parce que dans mon budget, j'allais dire oui à un investissement et dire non à d'autres projets. Dire oui ou non, c'est dire oui aux priorités et non au superflu. Si pour toi la priorité est de donner, bah la vérité, tu peux donner. Si pour toi donner est plus important, par exemple, que aller te faire grave des loisirs, des restaurants, bah toi, ton oui, bah en fait, il a du sens, tu vois. Ton oui à toi, il a du sens. Donc, donner plus est un objectif stratégique quand tu te dis, ça fait partie de tes valeurs, tu vois. Moi, par exemple, dans mes valeurs, c'est important de donner. Donc, je dois réfléchir dans mon budget à comment est-ce que, intentionnellement, ça ne doit pas me trouver par surprise. Je réfléchis dans mon budget intentionnellement, comment est-ce que je peux donner. Là, ce mois-ci, OK, il y a tel anniversaire. OK, je sais qu'il y a tel anniversaire. Donc, comme je sais ça dans mon budget, bah, en fin de compte, j'ai défini dans mes objectifs ce mois-ci, je sais les anniversaires que j'ai, bah forcément, je sais qu'à un moment donné, je vais dire non pour des loisirs, des choses, parce que je vais me dire, ah non, comme je sais que dans mon budget, sinon, je n'aurais pas, entre guillemets, assez pour tout faire, je vais dire non. Donc, apprendre à dire oui, c'est dire oui aux priorités, non à ce que tu considères comme futilité. Mais encore une fois, ces objectifs sont très personnels, tu vois. Est-ce que j'ai répondu, encore une fois, à ta question? Oui, c'est bien. Ok, génial, parfait. On va pouvoir poursuivre avec la deuxième partie et la dernière partie. Ok. Étape 4 de gérer son budget. Là, les amis, n'hésitez pas à être très concentrés parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que là, par contre, pour le coup, on ne va pas se mentir, les amis. Là, c'est vraiment du travail de rentrer dans tous ces détails-là. Et franchement, on n'aura pas forcément le temps. En tout cas, durant ces masterclass-là. Gérer, le G de budget, c'est gérer. Gérer, manager, diriger, peu importe le mot que tu vas mettre devant le G. G, c'est gérer les flux de son budget. Donc, de façon concrète, comment est-ce que je fais pour gérer les différents flux? Quelles sont les différentes choses que je dois prendre en compte dans mon budget pour avoir une bonne gestion? Le G de gérer ou encore de gestion de gérer. Bref, première chose, quand tu veux comprendre l'environnement du budget, tu dois comprendre, imagine le budget au milieu avec plusieurs flèches, etc., etc. Le budget, c'est pas juste plus ou moins, non. Plus ou moins, non. Chacun des éléments qu'on va voir ici a une importance capitale pour ton budget. Première chose que tu dois maîtriser, c'est les différentes catégories de dépenses. J'en ai noté au minimum 8 que on retrouve dans les Écritures, au minimum 8 qu'on retrouve dans la Bible, qui sont importantes. Maintenant, je pense que, on en connaît quand même plusieurs, mais je vais partager quelques catégories qui sont importantes. Les catégories que tu trouves dans la Bible qui montrent que chacune de ces catégories-là, tu dois être intentionnel dessus. Déjà, première chose, les revenus. Les revenus. Proverbe 10.4. Proverbe 10.4.
Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Ce verset souligne tout simplement l'importance de la diligence pour générer des revenus. Donc, c'est important aussi pour dire que la Bible dit, honore le Seigneur ton Dieu avec les prémices dans Proverbe 3 verset 5, il me semble, 5 6. Honore le Seigneur ton Dieu avec les prémices de tout ton revenu. Donc, si tu veux gérer tes finances, la première chose, c'est que tu dois être intentionnel sur, OK, moi, mes revenus. T'arrêter sur la partie revenus. Quand tu fais ton bilan là, regarde, revenus. Combien tu as de revenus? Combien de sources de revenus tu as? Comment sont composés tes revenus? Est-ce que tu connais la différence entre ton revenu brut et ton revenu net? Je suis toujours émerveillé par les personnes quand je leur pose la question, quels sont tes revenus? J'ai des clients, quand je pose la question, quels sont tes revenus? Quand on ne sait pas me répondre sur combien je gagne, j'avoue, c'est normal que tu ne saches pas combien tu dépenses. Première catégorie à avoir dans ton budget, les revenus. Je ne vais pas m'attarder dessus, tout le monde sait par A plus B que les revenus, ce que ça veut dire. Deuxième catégorie, en tout cas, là, je m'adresse à ceux qui croient que la parole de Dieu est la vérité et qui veulent vivre toute la parole conformément au principe de la parole. Malachie 3, verset 10. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Là, le verset, je le connais même de tête parce que vraiment, j'ai vu la main de Dieu par rapport à ce passage biblique. Donc, deuxième poste de dépense pour moi, c'est ce que j'appelle, vous savez, le premier, c'était mes revenus. Deuxième poste, je l'appelle mon budget céleste. Dedans, je mets à la fois la dîme et je mets également tout ce qui va être lié à des semences pour pouvoir tout simplement semer. Semer, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir à cœur de pouvoir soutenir une œuvre de Dieu. Ça peut être une église, ça peut être un ministère en tout cas, qui permet de faire en sorte que l'évangile soit promu. Donc, revenu, catégorie importante à soigner dans ton budget. Deuxièmement, la dîme, moi je le mets dans mon budget céleste, c'est-à-dire la dîme, mes 10 premiers pourcents de mes revenus. Pas après avoir tout dépensé et que je viens comme ça, maintenant tiens Seigneur les miettes. Non, il y a même une sagesse, la manière dont je l'apporte. Si c'est après avoir tout dépensé, je verrai s'il me reste de l'argent. Et je vous dis sérieusement les amis, plusieurs fois j'ai pu avoir des tentations comme celle-ci, mais la vérité, c'est que dites-vous bien que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il n'a même pas besoin de notre argent. Mais c'est important de comprendre que quand l'argent quitte notre poche, ça quitte notre poche, mais ça ne quitte pas notre vie. Et que Dieu n'a pas besoin de notre argent, il a juste besoin de voir si nous sommes des bons gestionnaires des ressources qu'il nous donne pour savoir s'il veut nous en donner plus. Car la Bible dit, à celui qui a, on lui donnera. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera ce qu'il a. Une troisième catégorie à avoir dans ton budget, on a vu les revenus, mes revenus, mon budget céleste. Dedans, je vais mettre la dîme principalement et ensuite tout ce qui va être les offrandes régulières que je peux apporter à l'église ou encore dans des œuvres ou des ministères, en tout cas ça peut être des associations, peu importe. En plus, troisième catégorie de budget, mon budget épargne. Très important. Celui qui n'épargne pas ne sera pas épargné. Le budget épargne est très important. Et Dieu parle de l'épargne dans la Bible. Il y a plein de passages bibliques. Proverbe 21, 20. Il y a des précieux trésors et de l'huile dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. L'homme insensé engloutit tout ce qu'il a. Donc c'est important de comprendre que l'épargne est un principe biblique, mais pas épargner à l'excès, parce que la Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais tel donne libéralement s'enrichit. Une autre catégorie à avoir dans son budget, là, c'est pas forcément dans l'ordre, hein. Là, c'est pas forcément dans l'ordre. Mais Dieu dit que il pourvoit à tous nos besoins. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille ni des siens, de ses proches, est pire qu'un infidèle. Prendre soin de sa famille, c'est prendre soin des besoins de sa famille. Parce que la Bible dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu ne pourvoit pas à toutes nos envies, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Donc, c'est important dans ton budget de voir quelles sont tes dépenses fixes qui sont tes dépenses de besoin, pas tes dépenses de loisirs, tes dépenses de besoin. Donc, ça veut dire que tu dois te poser la question, les besoins principaux dans mon budget, OK, c'est quoi? C'est l'alimentation, c'est le transport, l'alimentation, les transports, mon logement, ma sécurité, ma santé. Ça fait partie des postes de dépenses. Les dettes, important d'avoir dans ton budget. Important dans le sens où si tu en as. Important si tu en as. La Bible dit que le méchant emprunte et il ne rend pas.
Le méchant emprunte et il ne rend pas. Rends, paye tes dettes, frère. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Après, les gens, ils deviennent tellement des pros d'esquive. Quand ils te doivent de l'argent, leur cou se casse que tu les vois avec des torticolis. C'est quoi? Oh non, j'ai trop de dettes. Toute la vie à se casser, à se baisser quand ils voient les gens à qui doivent de l'argent. OK. Les dettes, c'est important. Les impôts. Tu te poses encore la question, tu dois payer tes impôts? Ah, OK, pas de problème. Romains 13, 7. Rendez à tous ce qui leur est dû et l'impôt à qui vous devez l'impôt et le tribut à qui vous devez le tribut. Les impôts, Dieu en parle dans la Bible, donc paye tes impôts. Après, il existe des moyens légaux pour baisser la pression fiscale. Ça existe. Renseigne-toi. Ça existe. Les loisirs, c'est important. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 4, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Autrement dit, bah, les loisirs, c'est important. Il y a un temps pour rire. Bah, au cinéma, tu peux rire. C'est pas un problème, c'est pas un péché d'aller au cinéma. C'est pas un péché de pouvoir s'acheter de nouvelles chaussures. C'est pas un péché de pouvoir s'acheter de nouveaux vêtements. Ce n'est pas un péché d'aller à des fêtes. C'est pas un péché. Ça devient un problème quand le loisir devient une partie centrale de ton budget, au profit des autres parts. Je ne dis pas que tu gagnes 50 000 € par mois, tu as 25 000 € par mois de loisirs, mais tes 25 000 te permettent de tout payer, pourquoi pas? Encore une fois, c'est à toi de jauger. Enfin, une autre catégorie aussi qu'on peut voir ensemble, la générosité. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La générosité, Dieu en parle, donc c'est important également dans la Bible. Donc vous voyez que toute catégorie, je suis sorti des dettes parce que j'ai pris la Bible, là, cette Bible, et j'ai dit, tiens, je vais lire et voir tous les principes de la Bible. J'ai lu des livres sur les finances, je ne sais pas combien, mais il n'y a pas un domaine des finances dont Dieu ne parle pas dans la Bible. Ah bon? Il parle d'investissement? Attends, pas de souci. Ecclésiaste 11, 1. Jette ton pain sur la face des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Ou encore dans Matthieu 25, Jésus dit là, dans la parabole des talents, pourquoi tu n'as pas remis mon argent au banquier afin que j'y retire un intérêt? Autrement dit, un intérêt, c'est quoi? C'est quand tu investis de l'argent, c'est dans l'attente d'une rentabilité. Cette rentabilité, bah, en fait, te donne un rendement. Le rendement peut être encore appelé par le taux d'intérêt. Par exemple, bah, j'investis 10, ça me génère 1, j'ai un taux de rendement de 10%. Donc, c'est important de comprendre la notion d'intérêt. C'est j'ai investi quelque chose dans l'attente de gagner quelque chose. Et l'investissement, toi qui te poses la question, est-ce qu'investir c'est biblique? Oui, c'est biblique. OK. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu les quelques catégories qu'on retrouve, en tout cas, les catégories qu'on retrouve dans la Bible et par rapport à nos finances. OK. OK. Très bien. Jusqu'à là, très bien. OK, on va poursuivre. OK. Non, on va juste revenir juste avant, parce que, OK. Une autre chose très importante dans la gestion des flux, c'est comprendre les différentes méthodes de gestion de budget. Très sincèrement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, les méthodes de gestion de budget. Tu peux gérer ton budget comment? Il y a la méthode de 50-30-20. J'ai mis 50-50, mais non, c'est la méthode de 50-30-20. Qui connaît la méthode de 50-30-20? Qui connaît la méthode 50-30-20? N'hésitez pas, hein, si vous connaissez, vous connaissez. Sinon, OK. La méthode 50-30-20, c'est simplement une méthode, non, de gestion de budget qui dit que 50% de ses dépenses fixes, 30%, euh, 50% de ses dépenses fixes. D'ailleurs, tellement que je ne l'utilise pas, tellement que je l'utilise pas, méthode 50-30-20, je sais qu'il y a 20%, voilà, c'est 50% de ses dépenses essentielles dans son budget, 30% dans ses loisirs et 20% de l'épargne et l'investissement. Sincèrement, hein, je ne suis pas du tout pour cette méthode. Je ne suis pas du tout pour cette méthode. 50-30-20. 50% dépenses fixes, 30% loisirs, 20% épargne et investissement. Pourquoi pas? Mais moi, j'avoue que ce n'est pas une méthode avec laquelle je suis familier parce que pour moi, 30% de loisirs dans la saison dans laquelle je suis, je préfère plutôt investir cet argent-là. Ensuite, mais ça a le bénéfice d'exister. La méthode budget zéro. La méthode budget zéro, c'est... Par contre, ça, je vous le recommande de tester.
La méthode budget zéro, ça, j'avoue, je le fais presque tous les mois. La méthode budget zéro, c'est simplement se poser la question, tout ce que j'ai là, avant même de dépenser le moindre euro, tu dois arriver à zéro. C'est-à-dire que j'ai gagné 1500 euros. Je dois, avant même d'avoir dépensé mes dépenses du mois, arriver à zéro. OK, voilà, j'ai gagné 1500. J'enlève mon loyer, j'enlève mes loisirs, j'enlève ça. Il faut que j'arrive à zéro. Zéro. Objectif zéro. Ça veut dire que tu auras su affecter tes ressources à tous les domaines dont tu as besoin. Épargne, investissement, dette, besoins essentiels, l'épargne. C'est un exercice vraiment que je vous invite à faire, que j'aime bien faire, parce que c'est un exercice qui te permet de savoir, bon, OK, j'ai gagné tant, à quel moment j'arrive à zéro. Et là, je dis budget zéro, mais pour certains, ce sera budget moins. Ne vous méprenez pas, ce sera budget moins. Mais c'est au moins le mérite de voir que si tu as moins, c'est que tu es candidat plus. Amen. Après, il y a le budget cercle fermé. Budget cercle fermé, c'est en fait tout simplement organiser son budget en se focalisant principalement sur les postes des dépenses stratégiques. En gros, c'est juste un autre nom, peut-être pour dire budget zéro. Ou cercle fermé, c'est quels sont, moi j'avoue, j'utilisais ça quand je sortais des dettes. Ça, c'est redoutable. Tu te concentres exclusivement sur les postes de dépenses qui sont stratégiques. Ton logement, ton transport, ton alimentation, logement, transport, ton alimentation. Et après, en fonction évidemment aussi de tes autres charges, tu vois ce qui est vraiment pertinent pour toi. Et après, PDC, c'est simplement plan de dépenses conscient. Je vous le donne là. C'est une méthode que j'ai apprise moi-même c'est dans une série sur Netflix. Mais très franchement, je ne vais pas la développer là parce que ça, je le fais que vraiment dans le cadre des coachings, ça demande trop de temps. Plan de dépenses conscient, c'est avec une fiche, être intentionnel sur tout ce que je dépense pendant une certaine période de temps pour se rendre compte, mais purée, je dépense vraiment autant, mais on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. C'est un plan de dépenses conscient. Ensuite, une autre chose à voir, c'est gérer efficacement ses comptes bancaires. Ça fait partie de la gestion de budget. C'est pas juste plus et moins. Gérer ses comptes bancaires efficacement. Avoir plusieurs comptes bancaires. Compte courant, compte épargne, type de banque. Aujourd'hui, très honnêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a tellement de banques et je peux pas rentrer dans du cas par cas aujourd'hui. Mais en tout cas, je t'invite à avoir au moins minimum un compte courant, au minimum un compte épargne. Après, le type de banque, moi, j'ai une stratégie. J'utilise banque en ligne et banque physique. Mais là, individuellement, comme ça, on n'a pas le temps. C'est que dans des petits groupes pour l'accompagnement où on aura le temps de voir vraiment en détail qu'est-ce que je conseille en termes de gestion. Moi, j'avoue, j'ai plusieurs banques, j'ai plusieurs cartes bancaires, j'ai plusieurs types de banques pour avoir différentes stratégies. Mais en tout cas, minimum, je te conseille un compte courant, un compte épargne. Et après, si tu le peux, au moins, par exemple, un compte vraiment pour tes besoins essentiels, un compte épargne et après un compte avec le reste, tes loisirs plus les autres. Personnellement, j'ai un compte que j'appelle mon compte des trésors. C'est un compte budget céleste. Dedans, c'est un compte pour la dîme et la générosité. Personnellement, j'ai également un compte dépenses courantes, toutes les dépenses qui vont arriver de façon courante. J'ai un compte investissement. Et dedans, je vais mettre quoi? Si je sais que je vais faire une formation, je vais le mettre dedans. J'ai un compte, évidemment, en support d'investissement pour investir en bourse, les PEA par exemple. J'ai un compte réserve générosité. En gros, chaque compte est attaché à une réserve. Compte générosité, c'est le compte que je viens de voir tout à l'heure par rapport à la dîme, les offrandes. J'ai un compte épargne. Enfin, j'en ai plusieurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais c'est important. Sache que, à minima, un compte pour tes besoins essentiels. Et là, tu vas pratiquer le cercle fermé où tu sais que ce compte-là, c'est vraiment tes prélèvements qui sont obligatoires, nécessaires. Comme ça, tout le reste, une fois que tu as payé ça, si tu veux te faire plaisir ou pas, là, vas-y, n'hésite pas. Mais en tout cas, au moins, c'est par ça. Gérer son budget, c'est également gérer efficacement ses moyens de paiement. Est-ce que je dois utiliser des cartes bancaires? Est-ce que je dois utiliser mon chéquier? Est-ce que je dois utiliser mon cash? Il y en a qui utilisent tellement mal le chéquier qu'ils sont tout le temps fichés. Comment utiliser les cartes bancaires? Bah, en fin de compte, ta gestion de budget, les moyens de paiement, c'est un point très important, les amis. Je vais juste vous donner une anecdote sur les moyens de paiement et ensuite on va prendre les quatre indicateurs de santé financière. L'anecdote sur les moyens de paiement, ça a été prouvé aux États-Unis dans une enquête que lorsque on paye par carte, on dépense beaucoup plus qu'en espèces. Pourquoi? Parce que dans cette étude, je l'avais cherché, mais j'ai pu tomber plutôt sur de nombreux articles. C'est que
ils ont fait une enquête, ils ont fait une étude où ils ont montré que on mettait, je ne sais pas quoi, comment ils analysaient, en tout cas les capteurs qui permettaient d'analyser, les personnes qui dépensaient par carte et les personnes qui dépensaient en espèces, celles qui dépensaient en espèces dépensaient moins parce que le fait qu'elles avaient un billet, c'est difficile de se débarrasser d'un billet. Tu dis, mais purée, j'ai 50 euros, je vais le donner. Pourquoi? Parce qu'il y avait la notion de perte. Et l'être humain est motivé soit par le désir de gagner ou la peur de perdre. Donc, quand il perd quelque chose en donnant comme ça fait plus mal que le de la carte. C'est pour ça que parfois, on dépense beaucoup plus avec la carte bancaire. Tout ce sur quoi on est dématérialisé, bah, en fait, ça nous détache un peu émotionnellement. Et c'est d'ailleurs pourquoi, même la guerre, il y avait beaucoup moins de violence dans les guerres. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont face à face. Donc, ils se rendent compte de ce qu'il est en train de faire. Mais avec un drone, quand tu regardes à la télé, il appuie sur un bouton. C'est tout le scandale aujourd'hui. Au bout de 5 secondes plus tard, tout le monde est mort. Mais quand tu viens face à face devant une personne, c'est un humain, tu as plus de mal. Et c'est la même chose avec le budget. Donc, gérer les moyens de paiement, sois vigilant. Carte bancaire, pourquoi pas. Mais vois si c'est une occasion de chute pour toi. Vois si tu peux commencer à payer en espèces. Et après, tu peux te donner un petit challenge. Tu te dis, bah tiens, une fois que les prélèvements sont passés, j'essaye de commencer à payer en espèces. Essaye ça, tu verras. Donc, gérer son budget, c'est gérer ses moyens de paiement. Et ensuite, il y a les indicateurs de santé financière. Et là, je vais juste vous les présenter, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail à l'intérieur, sauf s'il y a une question juste après. Les indicateurs de santé financière, un, ton taux d'endettement. Ton taux d'endettement. Quel est le pourcentage de tes revenus qui appartient à quelqu'un d'autre? Soit tu as une banque, soit tu as d'autres créanciers. Ton taux d'endettement, c'est d'ailleurs avec ça qu'on vient te prêter de l'argent en banque. C'est ton taux d'endettement. Autrement dit, pour savoir ton taux d'endettement, tu prends tout ce que tu gagnes, tu prends tes crédits et les charges fixes, genre loyer ou encore crédit. Tout ce que tu payes en crédit, tu divises par tes revenus. Si tu as un loyer, tu prends loyer divisé par ton salaire, tu vas avoir ton taux d'endettement. Si tu as loyer plus des crédits, alors là, divise ça par ton salaire, tu verras ton taux d'endettement. Et on conseille d'avoir un taux d'endettement maximum, c'est réglementaire en France, de 33%. Donc si tu vois que tu es à 40, 50, 60, c'est qu'il y a peut-être déjà un déséquilibre. Deuxième indicateur, le taux de quoi? Le taux d'épargne. Le taux d'épargne, ça peut être important. Combien tu arrives à épargner en rythme normal? Par exemple, est-ce que tu arrives à épargner au minimum 10% quand tu le peux? 20%? Mais si tu te rends compte que ton taux d'endettement, ton taux d'épargne est très faible, tu arrives à épargner que peut-être 2% de tes revenus, c'est que certainement il y a un problème. Après, quand tu n'as pas l'habitude d'épargner, c'est important de commencer avec ce que tu peux mettre. Des fois, on dit il faut épargner 20-30%. Oui, parce que bibliquement, on a vu l'histoire de Joseph qui a épargné 20% des richesses pour pouvoir tenir par la période de famine. Mais c'est important de comprendre que on peut commencer quelque part. Si tu peux commencer avec 5%, commence avec 5% d'épargne, puis 10, puis 15, puis 20. Après, je conseille 20 max en fonction après de ta saison de vie pour pouvoir investir aussi. Taux d'endettement, taux d'épargne, une autre notion très importante, le taux de charge fixe. Vois le taux de charge fixe, c'est-à-dire tes charges fixes représentent quel pourcentage de tes revenus? Si tu te rends compte que tes charges fixes représentent déjà plus de 50% de tes revenus, c'est compliqué. Ça va être très difficile. Si déjà ton logement représente 33%, plus tes charges fixes, tu es à plus de 50%, c'est qu'à un moment donné, ton argent, tu n'en profiteras pas forcément. Sincèrement, je te dis sérieusement. Ton taux de charge fixe, plus de 50%, ça commence à devenir beaucoup. Et enfin, le dernier ratio, c'est le reste à vivre. Quand tu viens pour emprunter de l'argent, une fois que la banque fait ta capacité d'emprunt, ton taux d'endettement, jusqu'à combien maximum on peut te prêter, bah, l'indicateur important, c'est le reste à vivre. Tu dois te poser la question, une fois que j'ai payé toutes mes dettes et mes charges fixes, combien il me reste pour vivre en réalité? Si tu n'as pas de crédit, bah, c'est simple. C'est une fois que tu as payé tes charges fixes, combien il te reste pour vivre? Quand tu as tes crédits, c'est une fois que tu as payé tes charges, tes crédits, combien il te reste pour vivre? Ça, c'est le quatrième indicateur. Donc, c'est les quatre indicateurs clés de santé financière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf pour ceux qui ont des questions.
Mais après, effectivement, pour ceux qui rejoindront l'accompagnement, on verra ensemble. Bah tiens, ah oulala, toi, tu es peut-être à 40%. On voit où est-ce que tu peux baisser pour peut-être aller en dessous de 30%, etc. OK. Et puis, l'étape 5. L'étape 5, on va le faire rapidement, mais en tout cas, j'aimerais juste donner sur l'étape 5 un point très important pour qu'on se rappelle quand même que gérer son budget, ça reste quand même quelque chose de spirituel. L'étape 5, c'est entendre Dieu ou écouter Dieu. Je m'explique. Peu importe les stratégies de budget que tu as, peu importe les stratégies que tu as, il se peut qu'à un moment donné, Dieu peut te mettre à cœur de faire quelque chose que tu n'avais pas prévu avec cet argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Il se peut qu'à un moment donné, tu te dises, bah tiens, oh là 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 là, ce mois-ci, je vais épargner, par exemple, j'ai eu une grosse prime. Ton réflexe, c'est peut-être aller dépenser la grosse prime. Ton réflexe, c'est peut-être aller épargner tout de suite parce que tu as peur t'as pas de projet. Mais ça ne veut pas dire parce que tu épargnes que tu fais forcément la bonne chose. Je vais te donner deux exemples. Un exemple personnel et un exemple lié à ce que je vous ai mis à l'écran. Au moment où j'ai acheté mon premier appartement, au moment où j'ai acheté mon logement, je m'étais dit, à ce moment-là, je voulais faire des investissements, commencer à faire des choses. Et puis Dieu m'a mis à cœur de pouvoir prendre cet argent-là et j'avais eu une bonne prime au travail, de le semer à l'église parce qu'on construisait le temple dans lequel nous sommes actuellement. Et à ce moment-là, ça m'a fait mal de me dire, purée, je vais mettre toute cette somme-là, je vais donner cette somme-là, etc. Et en fait, cette somme, j'ai semé dans l'église et dans d'autres ministères. Mais je savais que cette somme-là, ce n'était pas pour moi, il fallait que je la donne. Pourquoi? Si je n'étais pas attentif à ça, alors qu'on cherche à construire la maison de Dieu, bah en fait, c'est en donnant ça que ma maison a été construite, entre guillemets. Ça veut dire qu'en faisant ça, j'ai vu la grâce que j'ai eu le financement, j'ai eu des choses, la grâce que j'ai eue parce que moi, j'étais concentré sur le fait d'investir dans la maison de Dieu. Donc, c'est juste que moi, c'était un exemple. Peut-être que toi, tu as reçu une somme. Ça ne veut pas dire que tu dois la semer à l'église, c'est pas vrai. Peut-être que tu as reçu une somme. Peut-être que toi, là, qui as reçu cette somme, ça fait des années que tu travailles, tu dois peut-être honorer tes parents. Tu n'as jamais fait de cadeau à tes parents depuis que tu gagnes de l'argent. Peut-être que toi, Dieu peut te mettre à cœur de non, prends cette somme-là, là, tu vois, tes parents vont donner. Et un autre exemple, à un moment donné, je me dis, purée, avec l'argent que j'ai, je peux faire pas mal de choses. Je m'étais discipliné à enlever dans mes revenus une part pour telle tante, pour telle personne, telle personne, telle personne, et je profitais même pas de mes revenus. Je ne vais pas vous dire le montant parce que ça ne sert à rien de donner le montant, mais c'était plus de 10% en tout cas de mes revenus qui partaient. Je ne parle même pas de mon budget générosité classique, hein. Je parlais d'une somme d'argent qui devait partir à des proches qui m'ont aidé. Et ça, c'est entendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas juste gérer son budget, on veut faire la volonté de Dieu. Et un exemple dans la Bible, c'est l'histoire de Barnabas. Barnabas, on l'appelait Joseph, il est venu Barnabas. Quand l'Église a commencé dans le Nouveau Testament, vous le verrez dans le livre des Actes, l'Église cherchait un terrain. Et Barnabas a mis à disposition son terrain pour l'Église. Et il a entendu Dieu. Ça veut dire qu'il était attentif aux besoins de l'Église. Il a mis à disposition ses ressources pour l'Église. Et il faut voir comment l'Église a grandi. Donc, gérer ses finances, c'est bien. Entendre Dieu pour ses finances, c'est mieux parce que c'est entendre les instructions de celui qui te donne de l'argent à gérer. C'est comme si je te donne quelque chose, bah après, tu n'es plus du tout un serviteur. C'est quoi la caractéristique? C'est il est attentif à ce que lui dit son maître. Donc, gérer ses finances et chercher à entendre Dieu. Entendre Dieu comment? Bah, Seigneur, merci pour cette somme d'argent. Et quelle est ta volonté? Tu as dit dans ta parole que je ne sais pas ce qu'il convient de faire ni de demander, mais que toi, par le Saint-Esprit, tu peux me révéler les choses. Je n'ai peut-être pas planifié, je n'ai peut-être pas de projet avec cet argent, mais qu'est-ce que toi tu dis? Comment prier efficacement, par exemple, pour savoir que faire avec cet argent? Tu peux demander Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que tu me conseilleras, tu me montreras la voie que je dois suivre. Qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Comment je peux utiliser cet argent? Comment est-ce que je dois dépenser? Est-ce que je dois épargner? Est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois donner? Et être sensible, et ne pas être, si dommage qu'il n'y ait pas un F de flexible. Si tu as un budget, ça demande la flexibilité. Tu as peut-être planifié d'utiliser cet argent-là pour faire un voyage
Et peut-être que Dieu va te dire, offre un voyage à quelqu'un. J'en sais rien. Peut-être que Dieu va te dire, non, attends, pause, pause. Là, tu vas aller t'engager dans des grands projets. Garde cet argent-là, investis-le dans ce projet immobilier. Mais c'est juste être attentif à poser la question, entendre Dieu. Mais entendre Dieu, encore faut-il pour entendre, faut-il encore qu'il parle. Mais pour qu'il parle, faut-il encore lui demander. La Bible dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Ou encore, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions et vos désirs charnels, dans le livre de Jacques. Donc si tu veux que Dieu parle, demande-lui. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prêtons pas garde. Alors je prie au nom de Jésus que si une personne ici se posait la question, mais qu'est-ce que je peux faire avec mon épargne? Ça fait des mois que j'ai cette épargne. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur, qui te révèle aujourd'hui la direction que tu dois donner à cet argent. S'il y a une personne ici qui hésitait, qui hésitait à se dire, mais purée, moi je sens que je dois donner pour une association, je dois donner à l'église. Si tu crois que ça dans ton cœur, que Dieu puisse rendre ça manifeste, ce désir-là, et que tu le fasses. Si toi, tu sais que tu dois investir dans un projet immobilier, dans un business, que Dieu te mette une conviction au nom de Jésus. Et enfin, le dernier T de budget, c'est grandir, faire grandir son budget avec le temps. Le budget doit évoluer avec le temps. Autrement dit, tu dois faire évoluer le budget avec tes objectifs et tes saisons. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, tu veux mettre 500 euros par mois pour ton épargne, pour acheter un appartement. C'est bien. Mais une fois que tu as atteint cet objectif, maintenant tu veux te marier. C'est peut-être, bah tiens, moi j'ai un objectif, je vais épargner pour mon mariage. Tu changes en fonction de ton objectif, tu restes pas fermé dans un objectif. Hier, peut-être que tu mettais 200 euros par mois de... Eh, moi, mon budget, il a beaucoup évolué. Avant, je mettais 200 euros. Sauf que moi, bientôt, je vais commencer à mettre un budget d'investissement de plusieurs centaines d'euros. Pourquoi? Parce que, là, je sais que pour moi, ça fait partie de mes objectifs et de ma saison. Fais évoluer l'objectif avec ta saison. Ne vis pas un budget en dehors de ta saison. Ne vis pas un budget où tu vas commencer à vivre comme un pacha, comme un jeune actif, un cadre dynamique, alors qu'en réalité, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux épargner grave. Et objectif, investir aussi par rapport à ta saison dans laquelle tu te trouves. Et enfin, apprends à automatiser les opérations courantes. Faire évoluer son budget avec le temps, c'est utiliser le temps comme avantage. C'est-à-dire, automatise. Tout ce que tu n'automatises pas, tu auras la flemme de le faire. Par exemple, tu as un budget, tu te dis à partir de maintenant, je vais mettre 100 euros par mois. Bah, ça, appelle ta banque demain matin. Je veux mettre 100 euros par mois parce que j'ai fait mon budget, je me rends compte que j'ai une capacité de 100, 200. Automatise-le. Si tu ne l'automatises pas, tous les mois, tu vas négocier. Ah, aujourd'hui, peut-être que non, j'avoue, je ne sais pas trop. Et une fois que tu l'automatises, une fois que tu l'automatises, là, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple parce que tu n'as pas besoin de réfléchir dessus. Automatise ton épargne, automatise tes factures. Les amis, vous savez que des fois, on a des frais de rejet bancaire juste parce qu'il y a des choses qui ne sont pas automatisées. Automatise les choses. Demande à ta banque, moi, prélève-moi ce prélèvement de crédit, change la date. Il faut que ça soit automatique. C'est pas tous les mois, tu dois réfléchir, il faut que je mette 50 euros pour approvisionner ce prélèvement-là. Tu vas avoir des frais de commission d'intervention. Tu vas avoir des frais de rejet. Non, automatise. Les amis, nous sommes du coup arrivés au terme de ces 6 étapes pour gérer son budget. B de bilan. Non, quelqu'un va me le dire. Qui a écouté attentivement et peut me dire les différentes acrostiches de budget? Qui? Marie-Laure, alors moi j'avais noté B du bilan, Oui, U pour uniformiser, exactement. D pour définir ses objectifs stratégiques, Excellent. G pour gérer le flux de son budget Excellent. et E pour entendre Dieu et Ex- T pour gagner et grandir. Voilà, c'est le temps, c'est la notion du T du temps. Ça veut dire que le budget doit évoluer avec le temps. C'est pas normal que tu aies à 25 ans, tu n'auras pas le même budget qu'à 35 ans. À 35 ans, tu n'as peut-être pas les mêmes préoccupations qu'à 50 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste ton argent à toi. Mais quand tu as des enfants, bah, peut-être que dans mon budget, peut-être que moi, budget loisir, il doit peut-être être de 5%, et les 5%, je commence à mettre de l'argent de côté pour les études de mes enfants. Donc, on fait évoluer, merci beaucoup Marie-Laure, on fait évoluer le budget avec le temps. Donc là, les amis, est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre 2 questions et puis on va terminer. Je vais prendre 2 questions
Ça peut être sur l'une des étapes du budget. Voilà, n'hésitez pas. Comme ça, si vous avez une question, automatiser les factures, c'est quoi? OK. En fait, automatiser ces factures, c'est quoi? C'est par exemple, tu sais que tu dois faire quelque chose de façon manuelle. Par exemple, moi, je connais des gens qui payent leur loyer avec la carte bancaire. Ça veut dire qu'ils doivent se connecter tous les mois sur la plateforme pour payer. C'est le meilleur moyen d'avoir des oublis parfois de payer certaines factures. OK. Donc, automatiser ces factures, ça peut être par exemple ton téléphone portable. Des fois, comment ça s'appelle? Dès lors que tu dois commencer à réfléchir. Je vais te donner un exemple très simple. Pour ceux qui habitent en Île-de-France, on a un réseau ici de la RATP. Tous les mois, j'allais faire la file. J'allais faire la file le dernier jour du mois pour aller payer, recharger ma carte de transport. On parlait ici de la notion du temps. Le temps, c'est des ressources. Je partais faire la file pour aller recharger ma Navigo. Et aujourd'hui, l'automatiser, c'est quoi? Mais j'ai dit, mais je suis allé les voir, j'ai demandé, faites-moi se passer sans prélèvement annuel et ils me débitent mensuellement. Comme j'ai pu y penser, cette énergie mentale-là. J'ai pas 30 minutes à faire la file comme ça, attendre comme une personne. Tous les mois, je vois la même scène. Et quand je passe devant, je dis, mais en fait, ça, c'est un moyen d'automatiser. Les choses qui sont importantes pour toi, les factures qui sont importantes, assure-toi que tu n'aies pas à réfléchir quand tu les payes pour éviter des retards. Pourquoi c'est important d'automatiser? Par exemple, il y a des gens, ils font des virements tous les mois eux-mêmes non, à leur bailleur. Non, c'est pas tous les mois, je dois réfléchir. Tu vas le faire en retard. Non, j'automatise, je gagne du temps. Toutes les dépenses qui sont fixes, qui sont récurrentes, je dois m'assurer qu'elles sont payées toutes seules, automatiquement, tous les mois. C'est ça un exemple d'automatiser ses factures. Automatiser son épargne, c'est je veux mettre 50 euros par mois, pas de souci. J'appelle ma banque, ils me mettent demain matin un virement permanent. Quand tu le fais toi-même sur ton application, c'est comme ça parce que tu peux l'arrêter en réalité. C'est pour ça que je te dis, appelle ta banque, tu vois, mettez-moi en place le virement permanent. Une dernière question, comme ça on va terminer. Ok, Johan, rien. Ok, très bien, c'est génial. Ok. Soit une question ou soit une personne qui aimerait me dire qu'est-ce que ça lui a apporté la session de ce soir. Soit une personne qui veut me dire, voilà, moi j'ai bien aimé cette session parce qu'elle m'a permis de ça. Est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une chose en particulier que vraiment vous allez mettre en place? J'ai envie de savoir précisément. Alors, moi, c'est Gisèle Logan. Oui, bonsoir. La- Bonsoir. Alors, la session de ce soir a été vraiment enrichissante pour moi dans la mesure où ça me permet de vraiment revoir mon budget, l'organisation de mon budget, parce que c'était un véritable problème pour moi. À chaque fois, je disais, il faut que je revoie mon budget. Voilà, tous les points que vous avez évoqués, j'avais plus ou moins ça dans un coin de la tête. Et là, je pense que la, la masterclass de ce soir va me permettre de remettre les choses à plat et puis d'essayer d'appliquer ce que vous nous avez appris. D'accord. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ok. Ok, moi je vais tout revoir avec les points mis en lumière. Ok, très bien. Merci Marie-Laure. Marcel, tu sais où commencer, comment organiser. Ok, ce qu'on va faire, les amis, c'est que là, on va terminer. Juste, j'ai un petit rappel. Pour ce soir, effectivement, on a vu les différentes thématiques en lien avec le budget. C'est vraiment très important de comprendre que le budget, c'est pas juste euh, quelque chose à la mode, non. Jésus dit, Jésus dit que tout simplement, celui qui veut bâtir une tour s'assied d'abord réfléchisse qui calcule la dépense. Donc, ça veut simplement dire calculer sa dépense et je m'assois, je budgétise, tout simplement. Et donc là, aujourd'hui, on a vu ça. En réalité, j'aimerais bien rentrer dans tous les détails, mais en vérité, je ne le peux pas forcément, faute de temps. On est quand même en milieu de semaine. En tout cas, bravo à vous qui restez jusqu'au bout, en tout cas pour recevoir jusqu'au bout. Je le redis, il reste 2 sessions. À la fin de cette masterclass offerte, euh, il y aura le début des inscriptions pour ceux qui voudront rejoindre le programme d'accompagnement, l'Académie Finance, un programme d'accompagnement sur 3 mois. Et là, on travaillera sur 3 mois sur chacune des thématiques qui ont été abordées, vraiment pour travailler en profondeur
il y aura une garantie, il y aura une garantie 30 jours, satisfait, remboursé, vu le prix, pour que vraiment je vous dise que vraiment ceux qui investiront dedans, tu sais que tu n'es pas satisfait, c'est pas grave, on va sur l'application, tiens, remboursé. On demande euh, que l'équipe finance te rembourse entièrement ton investissement. Parce que c'est important de comprendre que vous êtes là, vous avez investi du temps. Mais voilà, moi aussi, j'investis du temps comme ça parce que j'aime faire ce que je fais et j'ai envie de donner à ceux qui sont là et aussi à ceux qui auront l'opportunité par la suite avec les rediffusions. Mais à vous qui êtes là, qui avez l'opportunité de poser les questions, je suis très content. Et il reste encore 2 sessions. Et puis en attendant, en attendant évidemment les sessions de coaching, de façon très ponctuelle, je fais du coaching privé, mais vraiment une seule session de coaching privé où là, sur la thématique de votre choix, pendant 1 heure et demie, non, pendant 1 heure. Non, la session, elle dure 1 heure. Mais vraiment sur la thématique de votre choix, on revient. C'est pour ça que je vous ai dit de poser les questions. Parce que là, ce soir, quand vous se connectez comme ça, vous pouvez poser toutes les questions. Quand vous prenez 1 heure, c'est 150 euros. Mais 150 euros, n'oublie pas que quand tu mets 150 euros, pose-toi la question. Est-ce que l'investissement que je fais là va me rapporter plus que cette somme? Évidemment, le programme d'accompagnement, il vaut 10 fois le prix d'une session. Mais on ne réfléchit pas sur la base d'une session ou d'un prix que tu payes. Tu réfléchis par rapport à la valeur que tu vas en tirer. Que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui proposent le même programme d'accompagnement, ils vont te le proposer à 5 000 euros. Il y en a d'autres plus. Mais vois par rapport à qu'est-ce que ça va te rapporter dans ta vie financière et dans ta vie en général. Bon, les amis, on va simplement prendre euh, peut-être juste 1 à 2 minutes pour prier pour ce moment. Ça va bientôt faire 2 heures, les amis. Et franchement, j'essaie de le faire avec toute la passion qui m'anime. Et la vérité, c'est juste peut-être une façade parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a fortifié. Mais dès que je vais couper là, la vitesse à laquelle je vais aller dormir. Bon, les amis, en tout cas, je vais simplement prendre le temps de prier pour nous recommander à la grâce de Dieu afin que ce que vous avez vu aujourd'hui vous soit utile, que ce soit en 1 heure de coaching, que ce soit en 2 heures, en 3 heures dans un programme d'accompagnement, c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci, Père. Merci, Papa, parce que tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui enseigne. La Bible dit que c'est toi qui nous donnes de l'intelligence, que tu donnes de l'intelligence aux simples par ta parole. La Bible dit, Seigneur, que ta révélation, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alors ce soir, nous avons reconnu notre simplicité, autrement dit notre ignorance. Nous avons reconnu notre ignorance, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. Mais ce soir, Saint-Esprit, par ta parole, tu nous as édifiés, tu nous as encouragés, tu nous as enseignés ce soir. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, donne à ceux qui étaient connectés ce soir jusqu'au bout une portion supérieure, multipliée par rapport aux personnes qui ne se sont pas connectées, parce que Seigneur, ils ont payé un prix parce qu'ils veulent des clés pratiques qui vont leur permettre de vivre une vie financière, pas leur vie financière, la vie financière que tu as planifiée pour eux. Alors Père, je prie au nom de Jésus que tu donnes de la sagesse à ceux qui sont là, qui ont besoin d'une sagesse spéciale pour gérer l'épargne qu'ils ont, pour gérer les dettes, pour gérer les investissements, pour gérer tout simplement le flux de revenus, Seigneur. Seigneur, je prie parce que tu as dit dans ta parole, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et Dieu lui donnera sans reproche ni jugement. Ce soir, nous reconnaissons notre manque de sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse, Saint-Esprit. Merci encore de ce que tu nous éclaires, tu nous montres le chemin au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chacune des personnes connectées ce soir que tu donnes à chacun de réussir dans ses finances, de réussir dans sa vie et d'être attaché à toi. Que ceux qui ne te connaissent pas, je prie au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils viennent à toi et qu'ils se rapprochent de toi. Et le thème de ce soir, gérer son budget, n'est pas un thème qui est juste un thème à la mode, c'est un thème qui est biblique, c'est un thème qui est en lien avec ta parole parce que c'est toi qui as dit assieds-toi, calcule la dépense. Ce soir, nous avons calculé la dépense et nous voulons faire en sorte que nos vies financières soient transformées et conformes à ta parole au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette soirée. Et je prie, Seigneur, que ceux qui avaient des budgets déséquilibrés, vraiment, tu puisses donner la sagesse de compenser ça par des sources de revenus supplémentaires. Que ceux qui avaient des dettes, Seigneur, au travers de la session la semaine prochaine, qu'ils puissent sortir de là au nom de Jésus, avec des clés pratiques. Alors, Père, merci pour cette excellente soirée, pour ces bientôt 2 heures que nous avons passées ensemble.
Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, les amis. Amen. Amen. Bon, Amen. on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui seront en coaching et pour ceux qui j'aurai l'opportunité de croiser dans les environnements que je fréquente quotidiennement. Salut les amis. Et en plus, on verra quand la date, mais pour ceux qui sont en Île-de-France, il y aura aussi un événement en présentiel parce que je veux vous rencontrer. On veut vous rencontrer. Donc restez connectés, lisez les mails au cas où il y a des modifications sur les horaires en fonction de mes autres responsabilités. Restez connectés. Et puis, en tout cas, j'ai hâte de rencontrer certains d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.